Cette série de vidéos a pour but de faire le tour de ce super débat de la manière la plus simple et la plus complète possible. Aucun prérequis n'est nécessaire. Si vous voulez en apprendre un peu plus, comprendre un peu mieux et pouvoir vous faire votre propre opinion, c'est fait pour vous. Alors maintenant qu'on a vu comment ils fonctionnent, comment on les fabrique et où est-ce qu'on les retrouve, il est temps de faire un état des lieux un peu plus global. Donc j'espère que vous aimez les chiffres, les graphiques, les histogrammes et les diagrammes, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui vous attend. Combien, où, quoi et qui? Allons voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec les OGM 20 ans après leur première commercialisation. D'abord, combien? Aujourd'hui, plus de 20 ans après leur première commercialisation, les plantes transgéniques représentent à peu près 11% des cultures mondiales, soit en 2015, 179,7 millions d'hectares. Pour vous donner une idée, ça représente grosso modo un peu plus de 3 fois la surface totale de la France. Les OGM ont donc connu une croissance plutôt fulgurante. En 1996, 2 ans après la tomate Flav Savre, première variété d'OGM à avoir été commercialisée, il y a seulement 1,7 million d'hectares cultivés à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, 20 ans après, on en est à 179,7 millions d'hectares à travers le monde. En 20 ans, la culture d'OGM a donc été multipliée par 100. On notera tout de même une petite subtilité derrière cette évolution assez spectaculaire. Si on y regarde un peu plus près, on remarque que pour l'année 2015, pour la première fois dans toute l'histoire des OGM, les surfaces qui sont cultivées avec des plantes transgéniques ont reculé par rapport à l'année précédente. Pour la première fois depuis 1996, la courbe s'est inversée. Il ne nous reste plus qu'à attendre quelques années pour voir si c'est juste un petit coup de mou ou si c'est le début de la fin des OGM. Où est-ce que les OGM sont cultivés? En 2015, on les retrouve dans 28 pays. USA, Brésil, Argentine, Inde, Canada, Chine, Paraguay, Pakistan, Afrique du Sud, Uruguay, Bolivie, Philippines, Australie, Burkina Faso, Birmanie, Mexique, Espagne, Colombie, Soudan, Honduras, Chili, Vietnam, République tchèque, Slovaquie, Costa Rica, Bangladesh et Roumanie. Vous l'aurez remarqué, ou pas, non, en France, on ne cultive pas d'OGM, mais on se penchera sur cette question plus tard. Parmi ces 28 pays, les 179,7 millions d'hectares sont très inégalement répartis. Et c'est le cas de le dire parce que les 5 premiers représentent à eux seuls plus de 90% des surfaces mondiales cultivées en OGM. Voici donc les plus petits producteurs, et ensuite, de la 6e à la 4e place, on retrouve la Chine, le Canada et l'Inde. Et sur le podium des 3 plus gros producteurs d'OGM, on a en 3e place l'Argentine. Avec 24,5 millions d'hectares cultivés en 2015, le pays représente 14% de la surface globale d'OGM. En 2e place, le Brésil, avec 25% de la surface mondiale d'OGM, soit 44,2 milliards d'hectares. Et en 1re place, vainqueur par KO, les États-Unis, avec 70,9 millions d'hectares cultivés sur leur territoire. L'ensemble de leur culture OGM représente 40% des surfaces transgéniques mondiales. Bon, sur ce point, je vous épargne plus de détails. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on cherche le principal foyer des OGM, c'est vers le continent américain qu'il faut se tourner. Vous remarquerez aussi qu'au milieu de notre carte, c'est plutôt vide. Et en effet, l'Europe est relativement épargnée de la culture des OGM. Avec à peine plus de 100 000 hectares cultivés, l'Europe ne représente même pas 0,1% des cultures mondiales d'OGM. Sur le continent européen, seulement 5 pays cultivent des OGM, et parmi ces 5 pays, il n'y a qu'en Espagne qu'on en cultive à une échelle significative. Et pour cause, les cultures espagnoles représentent 92% des surfaces OGM européennes. Vient ensuite à beaucoup moins de mesure, dans l'ordre le Portugal, la République tchèque, la Slovaquie et la Roumanie. Quoi maintenant? Quelle sorte d'OGM cultive-t-on le plus à travers le monde? On voit ici que 4 cultures représentent la quasi-totalité des PGM cultivés dans le monde. Le soja, le maïs, le coton et le colza. Ils représentent à eux 4 plus de 99% des cultures mondiales. Le 1% restant, ça concerne entre autres des pommes de terre, des pommes, des betteraves sucrières, de la luzerne, de la papaye, des courges, des tomates, des poivrons et des aubergines. Maintenant, si on compare ces chiffres avec les cultures non OGM, alors voilà en vert les cultures non OGM, on remarque que pour 2 d'entre eux, le soja et le coton, la part des OGM est supérieure à celle des non OGM. Concrètement, ça veut dire qu'à l'échelle mondiale, on produit plus de coton et de soja génétiquement modifiés que de soja et de coton non modifiés. Donc faisons le calcul. Pour le soja, on se rend compte que 82% des cultures de soja mondiale est transgénique. Et pour le coton, 68% de la production mondiale de coton est génétiquement modifiée. Autant dire que ça fait pas mal de soja et de coton transgéniques. Et pour finir, qui? D'une part, qui cultive les OGM, et d'autre part, qui vend les semences d'OGM.
première caractéristique du cultivateur d'OGM, il a de grandes chances de vivre dans un pays, comme on dit, en développement. En effet, sur les 18 millions d'agriculteurs qui cultivent des OGM, 90% viennent de pays en développement, ce qui se comprend facilement quand on sait que dans les 28 pays à cultiver des OGM, seulement 8 sont des pays industrialisés. L'image du cultivateur d'OGM à l'aise financièrement est donc statistiquement fausse. Ces 18 millions d'agriculteurs se procurent leurs graines transgéniques directement auprès des grandes compagnies semencières. Et comme ces graines sont brevetées, ils doivent les racheter tous les ans. C'est un marché extrêmement concentré et un tout petit nombre de compagnies se partagent la quasi-totalité du marché des plantes GM. Parmi elles, les compagnies américaines Pioneer, DuPont et Monsanto, et du côté européen, les Suisses Syngenta et les Allemands BASF et Bayer. Parmi toutes ces compagnies semencières, il y en a une qui se dégage particulièrement des autres. Elle possède en effet pas moins de 90% des brevets existants sur les OGM, c'est l'énorme compagnie américaine Monsanto au chiffre d'affaires annuel de 13,5 milliards de dollars. Bayer, Pioneer, DuPont, Syngenta et BASF se partagent les 10 petits pourcents restants. Numéro 2 mondial des fabricants de pesticides, Aval Monsanto, leader incontesté des semenciers. Un rachat à 59 milliards d'euros. Chiffre d'affaires prévu 23 milliards d'euros. Le futur groupe emploiera 140 000 employés dans le monde. Ok, ça m'apprendra à rédiger mes scripts 6 mois à l'avance. Donc tout ça, on oublie. Désormais, le poids lourd des semenciers, c'est plus Monsanto, mais Bayer. Bon, je sais, tout ça, ça fait beaucoup d'infos en très peu de temps. Du coup, voici un petit tableau récapitulatif des éléments les plus importants. Donc, pour faire vite, les plantes transgéniques représentent à peu près 11% des cultures mondiales, et ces 11% sont très inégalement répartis. On retrouve 40% des cultures OGM mondiales aux États-Unis et à peine 0,1% en Europe. Si on constate une tendance globale à la hausse depuis leur création, on remarque aussi qu'en 2015, pour la première fois dans l'histoire des OGM, les cultures ont diminué par rapport à l'année précédente. 4 variétés de plantes transgéniques représentent la quasi-totalité des PGM cultivés, et c'est le soja, le colza, le maïs et le coton. Et dans la grande majorité des cas, ils ont été modifiés soit afin de résister à un herbicide, soit afin de produire leur propre insecticide, soit les deux. Il y a actuellement à peu près 18 millions d'agriculteurs qui cultivent des OGM, et ils se procurent leurs graines chez les grosses compagnies semencières. Et enfin, on peut identifier le principal foyer des OGM sur le continent américain, et plus précisément aux États-Unis. Les OGM se sont aussi pas mal développés en Asie, comme par exemple en Chine, en Inde ou au Pakistan, mais par contre, ils ne parviennent pas à s'imposer sur le continent européen. Alors pourquoi y a-t-il une telle disparité entre l'Europe et les Amériques? Pourquoi en Europe on ne cultive quasiment pas d'OGM? Pourquoi en France on n'en cultive pas du tout? Et d'ailleurs, est-ce que le fait qu'on n'en cultive pas signifie qu'on n'en commercialise pas et qu'on n'en consomme pas? Encore des questions auxquelles il va falloir répondre. Si les réponses vous intéressent, rendez-vous au prochain épisode.